Bonjour et merci d'être là, mesdames, messieurs. Je suis ravie de vous retrouver en ce 19 décembre 2022. Bien sûr, le mois de décembre touche à sa fin, mais la pluie, les neiges peinent à s'installer. En tout cas, on est ravis que cette journée soit bien ensoleillée et ça va faire plaisir aux visiteurs de la 30e édition du Salon de la production algérienne, actuellement abrité par la SAFEX. Un indice révélateur de cette évolution de l'économie algérienne vers la conquête des marchés extérieurs et puis révélateur aussi de la qualité de nos produits qui sont de plus en plus compétitifs. On en parlera ce matin avec un invité qui représente le ministère du Commerce justement et puis nous aurons aussi l'occasion de parler de l'apport des artisans dans le commerce national. Ils sont très présents lors de cette édition du Salon de la production algérienne, mais également dans un tout autre espace. Il s'agit donc de l'espace Mustafa Kateb qui a été ouvert aux artisans de tous bords depuis le 1er du mois en cours et jusqu'à la fin décembre. Occasion pour vous de sélectionner peut-être quelques cadeaux de qualité qui ont un sens, des cadeaux qui font référence à nos traditions, des cadeaux aussi qui montrent un petit peu le savoir-faire de tous ces artisans et ces artisanes. Un petit échantillon de cette brochette d'artisans sera parmi nous, en l'occurrence une créatrice de bijoux et puis également un spécialiste de la vannerie, et non pas de la dininterie. Donc vannerie et bijouterie à l'honneur dans notre espace de Bonjour d'Algérie. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir aussi un artiste qui évolue donc dans le registre Chabi en langue tamazigh, en kabyle. Il s'agit de Moh Khoulali. Moh Khoulali, installé en France, est en visite en Algérie à l'occasion de la promotion de son tout dernier album et nous aurons le plaisir et l'exclusivité de le présenter au public de Canal Algérie ce matin. Dans cette édition de Bonjour d'Algérie, nous aurons aussi le plaisir de retrouver Sihan Kenouch qui va nous faire voyager à travers les différentes symboliques. Aujourd'hui, elle a choisi de parler de danger. Attention. Et puis voilà, donc le tour est fait par rapport au sommaire de cette matinée qui englobera également la présence une thématique liée à la psychologie. Et une psychologue justement, Nesrine Khalfi, viendra nous parler aussi juste avant les vacances de l'échec de certains enfants et des réactions des parents. Donc vraiment, on va voir avec elle quels sont les conseils prodigués par les psychologues à cet effet. Merci infiniment d'être avec nous comme d'accoutumé. On va vous présenter tout de suite un point météo. Aujourd'hui, il est signé Amel Haribi. Et bien sûr, vous savez déjà qu'il fait beau à Alger. Bon, inutile de vous le cacher. Mais voilà, Amel va nous compléter le reste et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravie de vous retrouver ce matin. C'est partagé. Voilà, je vais vous dire quand même des phrases qui vont vous faire un petit peu frémir, vous qui n'aimez pas trop le soleil. Ouais. Donc, En voyant la carte, le soleil est roi aujourd'hui. Oui, du soleil partout. Eh ben voilà, on n'est jamais d'accord sur ce plan. Non. Bien Pour que un je mois vous de adore. décembre, non, je suis pas d'accord. Oui, Pour c'est un mois vrai de que décembre. tout le monde s'inquiète, mais bon, il y a des événements culturels, bon, tant mieux pour les visiteurs. Franchement, on peut l'avoir même des événements comme ça sous la pluie, hein, ça dérangerait pas. Hein. Oui, Ça certainement ne des gens dérangerait pas comme du vous, tout. mais certains n'aiment pas trop la pluie. Alors, ça décourage certains. En tout cas, que nous disent les cartes aujourd'hui, Amel, s'il vous plaît. Merci. Allons-y. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on va avoir de la brume matinale sur les côtes ouest, également sur les régions centre. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée. Une alternance d'éclaircies et de passages nuageux sur les côtes est, peu nuageux vers l'intérieur et le haut plateau de l'est. La moitié sud, eh bien, le soleil sera caché par quelques nuages inoffensifs, cette fois-ci vers le Nord Sahara et les oasis. Partout ailleurs, le temps restera dégagé vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Garth Sidi, le Sahara central, également le Sahara oriental. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 10 degrés du côté d'Al-Beyoud, 13 Djelfa, 14 du côté de Sétif, 15 Batna et Tiaret, 20 degrés à Tizi Ouzou, 22 à Alger, 19 à Annaba,
21 Oran et Tlemcen. Au sud, 18 degrés seulement à Béchar et Gardaïa, 19 à Biskra, 25 à Lizi, 23 degrés à Tindouf, 22 in Salah, 24 degrés à Tamanrasset et Janet, et enfin 31 degrés vers l'extrême sud, plus exactement Bodj Bedji Mukhtar et in Gazem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest, et les vents seront variables, et 20 à 30 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront de secteur sud-est. Et bien sûr, en termes cette fois-ci, le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h35. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie, et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup pour C'est toutes moi ces qui vous précisions, remercie. Amel. Je vous souhaite de passer de beaux moments cette journée très Inch'Allah. ensoleillée. Oui, Voilà. on va essayer. Bon, en tout cas, la mer était très plate sur les dessins. Très calme, Très plate, calme, ça va oui. être beau à voir. Ouais. Donc pour ceux qui peuvent se permettre une virée en bord de En mer, bord de c'est mer. magnifique aujourd'hui Ah oui, en tout oui. cas. Merci, donc passez une C'est bonne moi, journée. Radia. Excellente journée. Et on vous offre tout de suite une chanson, pourquoi pas. Avec Donc plaisir. une reprise de Kamal Messaoudi qu'on Allah adore. yarham. Donc voilà, du shabi moderne, et c'est réinterprété par un duo, donc un featuring entre Amin Babylone et Hamza Nemira. C'est parti.
Excellente reprise de cette chanson qu'on adore de Kamel Messaoudi, donc Ala Sha'lik Yadnia, donc interprétée à l'instant par Amin Babylone et Hamza Namira. Donc ça nous a donné un petit peu des frissons ici sur le plateau. Je ne suis plus seule, il y a avec moi Siham Kennouch qui vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour Jérémy. Oui. Les baisses. Très émouvante cette chanson. Oui. Les paroles sont extraordinaires. poignantes. Extraordinaire, voilà. Ça vous touche au plus profond de vous-même. Voilà. Et ça parle à tout le monde. Il y a toutes les catégories, un petit peu, tout le monde se sent quelque part concerné. Impliqué, tout à fait. Des petites phrases ici et là de la vie au quotidien, mais qui ont vraiment une profondeur, on le sent. C'est Kamel Messaoudi qui l'avait chanté la première fois. Tout à fait, oui, Allah yarhamou. En tenant sa guitare et ça a séduit d'emblée le public. C'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas acquis au Sha'bi ont aimé Kamel Messaoudi, Allah yarhamou. Et c'est bien de lui rendre hommage de cette façon. Et puis il avait sa touche à lui, hein, il avait sa touche. C'était il a osé innover en Sha'bi. Tout à fait, exactement. Donc actuellement c'est devenu une école. Saoudi, c'est une école à part entière. Il y a beaucoup qui suivent ses pas, il y a beaucoup qui ont réussi en suivant ses pas, etc. Donc je pense que oui, il faut juste oser. Dans 50 ans, on dira Siham Kennouch. C'est une école aussi dans le monde du conte. Il faut attendre que je parte. Non. Il faut attendre que je parte. Non, il y a des artistes qui ont eu la reconnaissance de leur vivant. Et j'espère que vous en ferez toujours partie. Moi, je m'amuse. Tant que je m'amuse, c'est de la excellent. Et on s'amuse beaucoup avec vous, Siham. En tout cas, vous nous faites balader à travers les symboliques. On découvre aussi, on apprend chaque jour sur la symbolique des choses. Et aujourd'hui, c'est un symbole très simple. On se dirait peut-être que c'est ça. Oui, bon. Voilà. En fait, aujourd'hui, quand on conduit, on connaît au moins un des symboles de danger. Voilà, tout à fait. Déjà, quand vous faites votre auto-école et que vous apprenez le code de la route, vous allez sûrement rencontrer plusieurs panneaux qui indiquent le danger. En fait, ce sont des panneaux, ce qu'on appelle aujourd'hui des pictogrammes. Donc, ces pictogrammes, c'est-à-dire que c'est une picture, une image qui a un sens et qui dit quelque chose. Déjà, on va commencer avec la couleur qui indique et qui inspire le danger. Bien sûr, c'est la couleur rouge. Rouge, tout simplement. Alors, est-ce que c'est par rapport Artoum, attention. Artoum, il n'y a pas de souci. En fait, pourquoi le rouge? Parce que tout simplement, quand quelqu'un se met en couleur, il devient rouge, d'accord? Et quand quelqu'un se met en colère, il faudrait s'attendre à tout. Il faudrait s'attendre à beaucoup de choses, à beaucoup de manifestations. On ne sait pas comment il réagit, donc hop, il y a danger du moment qu'on ne connaît pas sa réaction. Et du coup, donc la couleur du sang, la couleur de la colère, elle est rouge. Et la couleur principale du danger, eh bien, elle est rouge. Donc, il y a beaucoup de... C'est vrai que ça rend furax les taureaux. Tout à fait. En parlant de corrida, par exemple, c'est vrai que... par exemple... Le toréador, il brandit... Et encore, le pauvre taureau ne voit pas bien les couleurs, vous savez, il voit plus, noir et blanc. C'est vrai. Le pauvre taureau, c'est nous que ça existe, le rouge, mais c'est pas le taureau. C'est vrai le taureau, il est en train de suivre quelque chose qui bouge, mais c'est pas forcément un rouge. Pour lui, c'est un gris foncé, et ça s'arrête là. Mais bon, il faut dire que le rouge, ça a toujours été la couleur du danger. D'ailleurs même, on dit bien que c'est un petit peu, dans certaines croyances, la couleur du Lucifer, la couleur du malin, la couleur donc du diable, etc. Le rouge implique tous les dangers parce que tout simplement, c'est-à-dire la réponse est toute simple. En fait, c'est vraiment la couleur du sang. Oui, il y a une image qui apparaît depuis un petit instant, donc un crâne, donc... Alors, le crâne, avec le fameux crâne, rendez-moi mon crâne. Avec un X, voilà, votre crâne est là, si. Alors, la photo, elle est la plus célèbre, on va dire que c'est la plus célèbre, et aussi la plus ancienne. Ouais. Danger de mort. Danger de mort, tout à fait. Donc, elle nous parle, elle nous dit que c'est danger de mort. Vous pouvez trouver ce genre de pictogrammes, ce genre d'images dans des substances très toxiques, dans des endroits où il ne faut pas y aller. Mais quelle est l'origine de ces symboles? On le retrouve chez qui en premier? Chez les cannibales?
plutôt chez les pirates. Les pirates, effectivement. Voilà, C'est plutôt vrai. c'est un symbole et Je c'est n'étais un pas très emblème. loin, en tout cas. Non, mais c'est pas loin. C'est un emblème pirate Oui. et qui signifiait pas bateau pirate comme on le pense aujourd'hui, mais c'était le symbole que ce bateau, il y avait à l'intérieur de ce bateau, il y avait des gens malades de la peste. D'accord. Donc quand c'est C'est pour ça qu'il y avait la couleur noire. En général, exactement. c'était des drapeaux. Donc c'était un crâne sur, c'était des, sur un voilà, da- des, sur- des étendards noirs Noir et un crâne avec blanc. un crâne en blanc. Donc, c'est devenu plus tard l'emblème des pirates, mais en fait, il faut savoir que c'était l'emblème d'un bateau qui souffrait de peste. Donc, c'est pour que les gens, les autres navires, ne s'approchent pas trop de ce bateau parce qu'il y avait des maladies à l'intérieur. La peste, à l'époque, ça a fait des ravages. Hein. Vous savez, quand on parle de la peste du 16e, 17e siècle, ça a fait vraiment beaucoup de dégâts. Et du coup, en premier, ça symbolisait danger de maladie. Donc, le navire portait des gens malades, donc atteints de peste. Et après, ça a continué à exister. C'est devenu même des khoda harbiya. Vous savez ce que c'est, khoda harbiya? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'approcher parce que nous sommes malades, mais hop, on va attaquer. Voilà. Donc c'était un attrape-nigo quelque part. Et c'est devenu l'emblème des pirates. Nous sommes toujours dans la section danger. Actuellement, on retrouve toujours cet emblème sur les poisons, sur les substances toxiques. Donc, vous pouvez toujours dans l'étiquetage, vous pouvez retrouver ce symbole qui symbolise danger de mort, danger de mort, et qui à l'origine était Ce qui serait utile, c'est de indiqué- l'apprendre aux enfants, hein, de très... Exactement, qui Très tôt. indiquait justement la mort, des pirates. Voilà. Alors, un autre pictogramme pour que je puisse vous suivre, messieurs, dames de la régie, s'il vous plaît, une autre image. Ça va venir, ça va venir en tout cas. Ce que j'aime Voilà, bien, une voilà, petite ça y est, histoire, c'est arrivé. alors là, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Là, c'est danger par des produits chimiques. Et uranium, j'allais dire. Voilà, ça c'est des produits chimiques, produits dangereux. Donc ça, c'est produits chimiques dangereux, produits chimiques dangereux. Donc c'est toxique par rapport aux médicaments, par rapport à Pharmacologie, pharmacologie, utilise ça, ouais. etc. Et par rapport à des substances qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas s'approcher, etc. Donc, dans l'étiquetage, toujours, on peut retrouver ce genre de symboles. Et c'est surtout mis sur des étiquettes orange. D'accord. Alors, la plupart choisissent la couleur orange et non pas rouge. Vous allez me dire pourquoi? On vient de dire que c'est le rouge. Allez, qui c'est à est, moi de dire pourquoi. Oui, allez. Voilà. Allez, Pourquoi, dites Siam plastique, pourquoi? Pourquoi, Siam En fait, c'est simple parce que il y a beaucoup de produits qui sont dans un emballage rouge et que l'étiquetage de danger ne doit pas être dans une couleur qui passe un petit peu partout. D'accord. Donc, il y a moins d'emballages qui ont dans cette couleur orange. Cache bzaf les produits dans des boîtes ou dans des flacons, dans les trucs orange. Alors, vous pouvez trouver n'importe quelle couleur, du bleu, du vert, du violet, du blanc, du noir, etc. Mais rare de l'emballage orange. Et c'est pour ça que l'emblème du danger est sur une étiquette orange pour que justement ça fasse, ça tape aux yeux et ça saute aux yeux aussi et on prend conscience. Donc il y a plusieurs pictogrammes et plusieurs dessins que l'être humain a choisi afin de désigner un danger quelconque et qu'il faut les connaître. Donc un poison, peut-être on va trouver le pictogramme de la tête, le crâne, etc. Alors ces ronds là qui s'entrecroisent, c'est plutôt un produit chimique qui est très dangereux, mais il y a d'autres signes, d'autres dessins qui signifient d'autres dangers, d'autres sortes de danger. D'accord. Faites attention. Donc c'est dans l'étiquetage. Hein. Généralement, c'est dans l'étiquetage. Oui, Ah voilà. Là, c'est autre chose. Là, c'est radiation. Là, c'est radiation. Oui, on voit beaucoup Vous voyez, dans c'est des signes de les centres radiation. de radiologie. Voilà, exactement. On reconnaît. Donc là, c'est attention, radiation. Vous voyez que c'est différent. On a l'impression, au début, nous avons tous l'impression que c'est la même chose en fait. Mais en fait, ce sont des images qui sont différentes
est bien distinct l'un de l'autre. Produits chimiques dangereux ou radiation, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même pictogramme. Donc c'est fait autrement pour que les gens de certaines zones industrielles, de certains métiers. Vous savez, il y a des gens qui apprennent ces images par cœur pour savoir de quoi ou à quoi ils sont. Ils s'attendent, voilà. Voilà, à quoi ils s'apprêtent de faire ou de s'approcher. Mais chez nous, à la maison, je crois qu'il est très, très important aussi de comprendre, de communiquer ça aux enfants. On ne sait jamais, vous savez, quand on va, il y a les adolescents surtout, s'ils s'aventurent, ils vont dans des zones bivouaquées, je sais pas quoi, et puis ils tombent sur une zone où il y a un signe pareil. Faites attention, je pense que c'est très sérieux. Voilà. D'ailleurs, dans les hôpitaux, c'est assez bien indiqué dans les structures hospitalières et de santé. Donc, on reconnaît bien ce pictogramme qui nous invite justement à ne pas nous rapprocher parce que l'exposition excessive aux radiations amène des conséquences. Exactement. Donc, il vaut mieux s'en préserver. Exactement. Et il y a beaucoup de symboles qui nous entourent et qui sont devenus des symboles d'autre chose ou des images qui veulent dire autre chose. Des fleurs, par exemple. Je crois que j'ai ramené une photo voilà, je pense qu'on a une dernière photo. Fleurs. Oui. Alors, j'espère qu'elle est là, ma fleur. Alors, je sais qu'il y a une fleur. Non, il n'y a pas de fleur. On a une fleur qui est assise à côté oui, là. Avec un très beau foulard fleuri d'ailleurs. Alors la fleur, en fait, on a l'impression que c'est une fleur comme ça, qui est jolie, qui est gentille. Mais ça, c'est une fleur. Si quelqu'un vous offre ce genre de fleur dans la culture méditerranéenne, j'ai envie de dire, ça veut dire attention, vous êtes en danger, ou ne me suivez pas trop parce que je vais vous emmener très loin et vous serez franchement en danger. Parce que ceci est un asphodèle, ou une asphodèle. Et les asphodèles, justement, sont la route des enfers. C'est là où Orphée a essayé de rejoindre la route des enfers en suivant donc les asphodèles pour arriver ou essayer d'atteindre Eurydice, dans sa bien-aimée. Donc, pour bien connaître le chemin des enfers, il fallait suivre le chemin tracé d'asphodèles. Donc, asphodèles, automatiquement, ou les asphodèles, se sont transformés en un symbole pur et dur de danger. Attention, vous êtes en danger. J'espère qu'on a parmi les téléspectateurs et les téléspectatrices des personnes qui habitent du côté des asphodèles. Par exemple. Qui vont dormir moins bête ce soir et qui sauront. Alors, chez nous, en Algérie ou dans le Maghreb, en général, vous savez comment on appelle les asphodèles bederjatan? Non. C'est le barwag. Ah, d'accord. C'est comme le barwagia. Oui, je ne dis pas que le Barwagia, c'est quelque chose. Mais bon, c'est une région où il y a énormément de fleurs d'asphodèles. Voilà. Donc, voilà, c'était ce qui nous entourait et qui nous inspirait le danger. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien de connaître et de savoir. Et puis de suivre aussi. Merci beaucoup, Siham. Ça fait très instructif. Merci voilà, beaucoup. Et toujours des éléments de découverte. Je me rappelle, alors parlant de photos, j'avais واحد الغنية اللي يعرفها يكتب لي برك يقول لي هذه الغنية تاع فلان. Alors on était petits et on chantait يا اللي رايح ومخليني خلي ليا غير تصويرة أنا خايف لا تنساني خلي ليا غير تذكيرة. Alors, il a تعرفوا هالغنية هذه غير قولوها لي. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Donc, Tsaouri, c'est pour dire que j'ai toujours des allez sur la page de Bonjour d'Algérie et essayez d'envoyer un petit message si vous avez la réponse à la question de Siham ici présent. Merci infiniment. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir. Une agréable journée. Je vais prendre une gorgée. Allez-y, je vous laisse justement vous abreuver. Pendant que j'annonce ce qui suit, en fait, nous aurons aujourd'hui le plaisir de recevoir un chanteur. Voilà, on a eu la voix de Siham et tout à l'heure, on va découvrir une très belle voix dans l'interprétation du Chabi. Et il s'agit de Mour Khoulali qui sera notre invité ce matin. Mais avant, on va développer d'autres thématiques. Il y a l'économie, la psychologie, mais aussi on va parler d'art. Mais avant, je vous propose d'aller à la découverte d'une ville de savoir, d'une ville qui couvre jalousement son patrimoine. Il s'agit de Médéa et c'est Faria El-Hamdi qui nous y emmène tout de suite. Nous sommes à Médéa, ancienne capitale du beylik du Tétri. Ici,
la diversité des lieux touristiques et historiques de la ville ne manque pas et ne demande qu'à être explorée et exploitée. En se baladant à pied dans les ruelles tortueuses de la vieille ville, on a l'impression d'avoir pris une machine à remonter le temps. Si on doit parler de Médéa, Médéa c'est une ville millénaire. On a fêté la 1000 années en 1975. C'est une ville qui a été refaite au IXe siècle par Ziri ibn Mened, au même titre que Méliana et Alger. Nous le retrouvons aujourd'hui à la Casbah de Médéa. C'est une ancienne ville. Si on doit voir l'architecture de la Casbah de Médéa, elle ne diffère pas trop de celle d'Alger et de Gardaïa. On trouve les mêmes caractéristiques, que ce soit à Médéa ou à la Casbah d'Alger. Il y a toujours le Wassadar, il y a toujours les mêmes, c'est des maisons mauresques. Automatiquement, c'est la même architecture. Même en ce qui concerne les familles, c'est des familles regroupées. À l'époque, c'était les familles patriarcales. Il y avait toute une famille qui habitait la même maison. Un aqueduc d'époque romaine, Bab el-Kouas, dont une partie a été démolie par l'armée française pour faire un passage aux alliés américains en 1938. Bab el-Kouas, c'est les colonnes. Et là, on transportait l'eau à travers le aqueduc, l'eau potable, jusqu'à la caserne romaine. La source se situait à Ain al-Araïs, sur les hauteurs de Médéa, un peu pas plus loin que Tibhiri. Plus bas, un minaret d'une vieille mosquée. Un peu plus loin, un palais ottoman abritant Dar el-Emir Abdelkader avec sa magnifique architecture. Un lieu qui enchante les visiteurs. Toujours à l'intérieur de la vieille ville, plusieurs autres lieux sont à visiter. C'était la destination préférée des habitants de Médéa. Parce qu'on trouve les légumes et fruits à bon marché. Même on venait des villes avoisinantes, Blida et Alger. À une époque, on venait faire leurs courses et leurs emplettes ici à Médéa. Parce qu'on trouvait des légumes frais et des fruits à bon marché. Le voyage à travers l'histoire de Médéa est très riche en épisodes, marqués par des merveilles de la civilisation humaine, des victoires héroïques, des événements hautement historiques. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin et à entendre Fari El Hamdi. On s'attend certainement à une suite. On va découvrir d'autres aspects et d'autres facettes de cette ville du centre qui est très, très agréable. En tout cas, on est ravis de recevoir ce matin un représentant du ministère de la promotion du commerce et de la promotion des exportations. Bienvenue à vous, Monsieur Zouhair Moussaoui. Bonjour madame, bonjour aux téléspectatrices, téléspectateurs et bonjour l'Algérie. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes actuellement sous-directeur à la Direction générale du commerce extérieur. Évidemment. C'est bien cela. Donc, c'est le poste qui va nous aider aujourd'hui à répondre à certaines questions liées à l'évolution des choses par rapport à notre commerce, économie, et donc surtout cette économie qui est dirigée vers les produits hors hydrocarbures. Et aujourd'hui, donc, au
moment où on se parle, la SAFEX donc abrite la 30e édition du salon national, du salon justement de la production algérienne. Donc les participants sont venus en masse montrer leur savoir-faire à l'occasion de cette 30e édition de la foire de la production nationale. Et on est ravis justement d'en parler avec vous. C'est votre première télé. C'est ma première participation. Mais ne vous inquiétez pas, bon baptême d'abord. Merci. Bon baptême. Merci. Donc cette foire justement est un véritable indicateur de l'évolution des choses, notamment par rapport à cette conquête des marchés extérieurs, n'est-ce pas? Exactement. En fait, à titre de rappel seulement, c'est une foire de grande envergure. D'ailleurs, c'est une foire qui a été inaugurée par M. le Président de la République, ce qui reflète l'importance de cette foire. Et c'est une occasion afin de montrer aux Algériens, consommateurs, producteurs et aux représentations étrangères via les ambassades étrangères en Algérie, le potentiel réel de la production nationale. Donc c'est un espace de rencontre entre opérateurs et consommateurs et entre opérateurs et leurs partenaires étrangers. Voilà. Donc je crois que c'est un mécanisme qui est très important afin de présenter et de connaître de près le potentiel algérien. Voilà, c'est un espace en tout cas d'échange qui donne toute la visibilité aux produits locaux, des produits locaux qui sont de plus en plus compétitifs, de plus en plus donc adaptés aux normes internationales, et c'est ce qu'on voit en tout cas en visitant les stands. Exactement. En fait, on peut même le constater par la tendance de l'exportation algérienne qui a augmenté. Actuellement, durant les 10 mois de 2022, on est à 5,5 milliards de dollars. Donc on a dépassé d'ailleurs le chiffre de l'année passée. Donc un objectif à court terme atteint, mais on est loin d'atteindre nos objectifs de diversifier les exportations. Oui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, justement, a placé la barre très haut, avec un chiffre qui a été annoncé tout récemment, celui de 15 milliards de dollars. Exactement. En termes d'exportation. C'est un défi pour nous, c'est un défi pour toutes les institutions publiques, c'est un défi pour les opérateurs aussi. Il y a un grand travail qui nous attend, il y a beaucoup de chantiers. On envisage de pénétrer des marchés extérieurs, notamment les marchés africains. Vous savez, la ZLECAf, la grande zone africaine de libre-échange, a été entrée en vigueur le 1er janvier 2021. On va y aller vers un démantèlement tarifaire, un continent à fort potentiel, un produit algérien de qualité. D'ailleurs, la preuve, c'est des produits qui sont exportés en Europe et aux États-Unis. Des pays qui exigent des normes et des barrières vraiment très hautes. Donc, on peut dire que le produit algérien a connu une évolution marquante. Oui. Mais ça reste beaucoup reste à faire, j'imagine. Mais en tout cas, on va découvrir avec vous les mécanismes mis en place par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations dans un instant. Oui. Mais on va voir d'abord un autre son de cloche, celui des visiteurs de cette foire. Oui. Donc, ils étaient nombreux, une affluence record cette année pour ce qui relève de ce rendez-vous donc annuel qui en est à sa 30e édition. Donc, on va visiter les stands grâce à nos caméras déployées sur place. Et puis aussi grâce au reportage de Raouf Hamouche qui a justement fait le point par rapport à cet aspect en particulier. Comme à chaque édition, la foire de la production algérienne attire des milliers de visiteurs venus des 4 coins du pays. Pour cette 30e édition multisectorielle, le public a pu apprécier le label Made in Algeria, ainsi que l'ensemble des segments de l'industrie nationale, constituant ainsi un carrefour de rencontres entre producteurs et consommateurs. Les produits algériens sont juste incroyables. Ils n'ont rien à envier à ceux fabriqués à l'étranger. Je tiens à remercier le président de la République pour cette avancée. Je suis venu de la Mauritanie pour voir et découvrir les produits algériens qui sont d'une très bonne qualité et ce dans divers domaines. Je pense que la production algérienne remplit tous les critères pour inonder le marché africain. Une foire où près de 600 entreprises publiques et privées représentant différents secteurs dans des entreprises économiques militaires a enchanté grands et petits. Le constat est clair, un public nombreux et curieux. Nous préférons consommer national afin de soutenir l'économie de notre pays. Je voudrais remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour tout ce qu'il fait pour notre pays.
Le produit algérien est de plus en plus un produit de bonne qualité et répond désormais aux standards internationaux. La foire de la production algérienne se poursuit, et ce, jusqu'au 24 décembre au Palais des Expositions, au Pin Maritime. Vous aviez justement, Monsieur Moussaoui, avancé tout à l'heure un chiffre, celui de 5,5 milliards donc, de dollars enregistrés dans les 10 derniers mois uniquement. Donc ça augure aussi d'une évolution vers une hausse certaine de ces produits exportés et de qualité, donc bien de chez nous. Oui, bien sûr. En fait, il reste encore 2 mois. L'objectif de cette année, c'était 7 milliards de dollars. Je crois qu'on va l'atteindre. Et puis, nous sommes seulement sur la première étape parce que nous sommes toujours dépendants des hydrocarbures. Actuellement, les recettes, la dépendance est environ 88%. On a passé de 95-97% à 88% des hydrocarbures, donc c'est une amélioration. L'objectif principal, c'est d'avoir un tissu économique diversifié, des exportations diversifiées, afin de la substitution aux hydrocarbures. En fait. Voilà. Absolument. Donc, encourager les secteurs qui étaient un petit peu endormis, les stimuler. Quels sont, justement, avant de parler des moyens de stimuler tous ces secteurs, vous avez parlé du marché africain tout à l'heure. Ce marché africain implique aussi certaines mesures. On parle depuis quelque temps de l'installation de succursales bancaires algériennes au sein, dans certains pays frères africains. Donc. Exactement. En fait, les réformes économiques s'y forment de PAC. Donc, on ne peut pas réformer un seul volet sans toucher aux autres. La loi sur le crédit et la monnaie, elle est en cours de révision. C'est une occasion pour bien faire les choses, en fait, et pour éviter les erreurs qu'on a commises déjà au passé. L'implantation des services bancaires à l'étranger, c'est indispensable. Si on veut vraiment atteindre nos objectifs en matière d'exportation, c'est indispensable. L'un des outils les plus importants et qui va facilitera plus tard les transferts des dividendes, les transferts des opérations d'échange commercial. Voilà, parmi les mécanismes le Sénégal et la Mauritanie sont acquis dans ce sillage. Exactement. Bon, en fait, il y a des pays limitrophes. Nous avons un avantage que l'Algérie est un continent, dans un continent. Tout à fait. Donc, nous avons accès aux différents coins des pays africains. Il y a des projets de réseaux routiers, des chemins de fer en cours de réalisation. Il y a des projets de mines. Il y a aussi des projets de création de zones franches dans les régions limitrophes. Ces zones franches qui vont faciliter les échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays limitrophes. Donc, il y a tout un dispositif, il y a toute une politique de booster les échanges et de booster l'exportation en hydrocarbures. Voilà, on parlait depuis tout à l'heure de qualité, du produit local. Cette qualité passe aussi par un bel emballage, une belle vitrine. Donc, ça fait partie du marketing. Donc, ça aussi, c'est un petit peu le cheval de bataille du ministère du Commerce et aussi de la promotion des exportations, n'est-ce pas? Exactement. Même les entreprises, en fait, elles savent que l'exigence du consommateur algérien a changé en quelque sorte. Le consommateur algérien est devenu exigeant. Il a connu des produits de marque, de qualité. Donc, les entreprises algériennes sont appelées à adapter leurs normes, leur emballage, leur qualité de produit aux normes universelles. Oui, tout à fait. Parce que c'est un monde à forte concurrence. Donc, la part du marché n'est pas garantie. Ce que vous avez comme part aujourd'hui n'est pas forcément la même pour demain, ou bien ça va augmenter automatiquement. Mais c'est un défi. Les entreprises doivent faire preuve de leurs compétences et de leur engouement. Doivent aussi donner la chance à tous ces designers sortis des Beaux-Arts et qui attendent justement d'être sollicités pour leur savoir-faire en matière de créativité, de création de tous ces emballages attractifs et aussi compétitifs. Donc il y a aussi une autre mesure qui a été prise et qui sera peut-être instaurée progressivement à partir de janvier 2023 et qui est cette manière d'identifier le produit par le biais du code à barre par exemple. Oui, donc c'est une exigence du marché extérieur mais aussi marché local aussi. Ça va nous aider dans tous les sens, notamment en matière de traçabilité des produits, même pour les produits importés. Et aussi le consommateur a le droit à l'information. Donc maintenant avec les nouvelles technologies d'information,
ils peuvent avec un seul clic avoir tout le process de fabrication et tous les composants du produit, même s'il s'agit d'un produit importé. Donc c'est une mesure qui a été déjà appliquée dans plusieurs pays. Nous ne sommes pas à l'abri de tout ce qui se passe à l'étranger. Absolument, de toute façon, voilà. Ce sera bien, ce sera bénéfique et j'espère qu'ils seront nombreux à répondre à cette exigence parmi les producteurs. J'imagine que le ministère du Commerce va profiter justement de cette rencontre autour du salon, ou plutôt oui, c'est le salon de la production algérienne, donc pour transmettre sous toutes ces idées, distiller les nouveautés également. Mais il y a aussi un autre moyen d'en savoir plus parce que vous avez créé des plateformes. Exactement, oui. Exactement. Nous avons créé déjà une plateforme de la production nationale dans l'accès public. Vous pouvez entrer sur Google, vous tapez cartographie nationale du produit algérien. Vous aurez tous les producteurs algériens et tous les produits algériens avec des informations sur le produit lui-même. Nous avons lancé aussi une plateforme d'exportateurs qui contient des informations sur les exportateurs algériens et leurs produits. C'est une sorte de moyen de contact en fait entre producteurs, un client étranger et un fournisseur ou bien un exportateur algérien. Il y en a d'autres plateformes qui seront lancées bientôt, celles des services, et il y aura plusieurs plateformes, Inch'Allah. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des ateliers qui ont été initiés à l'occasion et en marge de cette rencontre. On peut en citer quelques-uns si vous le permettez. Bien sûr, il y a plusieurs rencontres, il y a plusieurs séminaires, notamment celui de la loi sur l'investissement, son attractivité. Donc c'est une loi, selon les instructions de Monsieur le Président, qui va garantir une stabilité juridique du minimum 10 ans, qui facilitera l'acte de l'investissement avec la création du guichet unique. Donc c'est une information à valoriser afin d'attirer encore plus des investisseurs étrangers et de faciliter aussi l'acte d'investir en Algérie. Il y a des animations sur l'exportation, sur le métier d'export. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion de dire qu'il y a des formations en métier d'exportation assurées par la CACI, la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie. Donc, vous voyez, même les thématiques, ça se développe, c'est selon le besoin et la politique. La politique actuelle, effectivement, la politique qui a aussi ouvert les portes un petit peu aux artisans pour une participation qualitative cette année. Il y avait eu les artistes, rappelons-le, il y a quelques années de cela, et là, on donne la chance à ces petits métiers d'exister au cœur de cette économie nationale. Et voilà, ce sera avec ça qu'on va clore cette rencontre. Voilà. En fait, par rapport aux produits de l'artisanat, c'est un domaine de fort potentiel, très demandé par les étrangers. Nous avons une culture diversifiée. En vendant un produit artisanal, ça ne veut pas dire que c'est un produit et tout. Par exemple, vous vendez une robe kabyle ou bien c'est une culture que vous allez exporter en fait. Donc, il est très important, il est très demandé. La participation cette année des artisans a augmenté de près de 50%. Cette foire a pratiquement 55 exposants produits de l'artisanat. En fait, il y a des foires spécifiques pour les produits artisanaux, mais aussi c'est une occasion pour regrouper toutes les branches de production nationale. Merci infiniment en tout cas de nous avoir permis ce matin, Zoé Moussaoui, de comprendre un petit peu tout ce qui se fait du côté de cette foire de la production nationale algérienne. Donc, et puis bon, je rappelle que vous êtes sous-directeur à la Direction générale du commerce extérieur pour le ministère de la promotion du commerce et de la promotion des exportations. Merci infiniment. Merci beaucoup, madame. Alors ça s'est bien passé? Ça bon baptême alors, hein? Ça va très bien. C'était facile. Oui, ça va. Voilà. Grâce à vous. Les prochaines seront encore meilleures. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés ce matin. Merci aussi à ceux qui sont encore là et qui souhaiteraient en savoir plus. Alors tout de suite, on vous propose un reportage signé Riles Ould Hamouda qui nous emmène auprès des petits bambas qui ont pris part à des séances de parakits ou paraculture, donc c'est du jardinage et puis voilà, donc une touche très particulière qui permet aux enfants d'être très proches de la nature et on va voir l'impact de cette mère nature sur les enfants tout à l'heure avec notre psychologue qui arrive. Nous sommes dans l'une des fermes de la Metija, plus exactement à Meftah, un endroit
où l'on se reconnecte à la terre et toutes les tensions du quotidien disparaissent. Cela nous rappelle notre lien profond avec la terre nourricière. Jenel Hamid accueille aujourd'hui le projet de 2 femmes, Imen et Safia, qui décident d'entreprendre et se lancer dans une activité qui a pour objectif de former les jardins citoyens de demain, consciencieux et sensibles à la nature. Permakids, c'est un projet dédié aux enfants, mais pas que. Donc c'est un projet qui traite de la problématique sociale qui est la déconnexion des enfants des milieux urbains à la nature ou bien au milieu social en général. Les solutions que propose Permakids sont des programmes pédagogiques et des sorties en plein air, des ateliers aussi en plein air, qui leur permet justement de se reconnecter à la nature, aux autres et à soi-même et pouvoir justement découvrir ce que c'est la permaculture. Alors comment est-ce qu'on est tombé dans la permaculture, moi et Safia? Donc ça remonte à notre expérience dans l'associatif. C'était un appel de retour à la terre, on va dire, retour aux choses essentielles de la vie. C'est-à-dire se nourrir sainement, pouvoir produire des fois ses propres légumes, travailler en collaboration avec les autres. Et aussi, on a été très sensible à l'éducation, c'est-à-dire comment préparer ces enfants-là. Dans cette ferme, grâce aux activités de Permakids, on découvre la résilience, une autre voie, un retour aux sources, pour mieux profiter de la nature et de ses bienfaits. C'est une initiative qui peut aider nos enfants à se reconnecter avec la nature, faire des sylvothérapies, faire quelque chose pour le futur. J'aime voir les oiseaux et faire des plantes. Et j'aime voir la nature. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Sauf les oiseaux, des femelles. Et qu'est-ce qu'on fait aux plantes? On les pousse. Comment? Des crânes. Safia et Imen, déterminés à semer en cette jeune génération des principes se voulant respectueux de la biodiversité et de l'humain. Former une génération éco-responsable n'est pas une mince affaire, mais comme le dit si bien la fable du petit colibri, elles font leur part. C'était là un reportage signé Riles Ould Hamouda. Donc c'est une belle alternative pour les enfants. Essayer de leur faire aimer les choses, essayer de leur faire découvrir justement toute cette belle nature qui nous entoure. C'est une belle alternative accompagnant donc les cycles d'enseignement qui sont très contraignants. En tout cas, je n'en dirai pas plus parce qu'on a une psychologue parmi nous ce matin. Elle saura en parler beaucoup mieux que moi. Bienvenue à Nesrine Khalfi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je vous remercie pour l'invitation. Oui. Il était mignon, le petit gamin. Trop mignon. Trop mignon. Trop mignon, voilà. Ça sert à pousser en fait. Voilà. Ça sert à pousser. On pousse les plantes et ça donne comme ça des espaces verts, des espaces relaxants. Ça fait partie des thérapies des psychologues, le jardinage. Bien sûr, oui. Et ça fait sortir un peu des écrans. Ça fait sortir des écrans. La nature, vous voyez, c'est... Oui, parce qu'ils sont addicts, ils sont complètement collés à leur petite tablette, exactement. Des petits téléphones. Voir le gazon sur la tablette ou sur l'écran, sur des dessins animés, et le voir en réalité, c'est pas la même chose. Et c'est plus motivant, c'est plus, ça fait du bien. Surtout en fait, j'ai vu ces initiatives, beaucoup d'écoles en ce moment qui font ça. Et j'adore, franchement, c'est excellent. Oui, c'est à encourager, excellent. Notamment que les vacances arrivent, c'est imminent, donc dans une semaine, les enfants seront libres de toutes les contraintes de l'école. Enfin. Bon, mais ils seront libres, mais peut-être pas dans la tête pour certains, dans la mesure où ils n'ont pas fait peut-être un bon trimestre. Oui, en effet. Parfois. Oui, où ils devraient faire plus d'efforts, les vacances, avoir beaucoup de devoirs.
D'accord. Voilà. Oui. C'est souvent le cas. En tout cas, malheureusement. On les surcharge de devoirs. Et puis après, comment faire quand on est parent et quand on est face à ce paradoxe? Tout d'abord, quand on est c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur l'échec scolaire, sur les résultats qui ne sont pas satisfaisants et tout. Il faut d'abord commencer, pour les parents qui ont subi ou qui subissent ça, il faut d'abord prendre le temps de se calmer, d'accord? J'en comprends tous que c'est pas évident. Donc, prendre le temps de se calmer, ne pas confronter l'enfant directement à ses notes ou à ses mauvaises notes et tout. Donc, prendre le temps de se calmer et surtout, voir avec l'enfant qu'est-ce qui ne va pas, d'accord? Donc, poser des questions à l'enfant, lui permettre de parler, lui permettre de demander si ça va à l'école, par exemple, si ça va avec la maîtresse, avec les camarades, voir aussi les matières où ça a été un peu pas trop bien. Donc, il faut aussi parler sur ça. Et puis, corrigez-moi si je me trompe, mais une belle balade comme ça à l'extérieur pourrait être une bonne opportunité pour développer le sujet avec lui, non? Bien sûr, oui. Vous savez, donc ne pas lui donner l'impression qu'on est vraiment qu'on va le culpabiliser à tout prix, le punir pour ça. Surtout pas. Surtout pas. Il faut jamais culpabiliser l'enfant, d'accord? Pourquoi j'ai parlé sur parlez-en avec vos enfants, qu'est-ce qui ne va pas, déjà de lui donner la parole, vous voyez, ça va le libérer un peu de cette pression, d'accord, et le faire avec une petite balade comme ça, c'est bien, c'est déstressant en fait, parce que déjà il sort, s'il n'a pas eu de bonnes notes ou là, c'est déprimant. Donc, avoir des parents qui culpabilisent ou toi, tu n'as pas fait assez d'efforts et tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, c'est déprimant pour l'enfant. Voilà, peut-être que l'idéal serait d'essayer de dénouer, de comprendre où ça ne va pas, quelle est la matière qu'il aime, quelle est la matière qu'il n'aime pas, quelle est celle qui lui pose problème peut-être. Exactement. Et surtout, essayer de trouver... vous savez, la cerise sur le gâteau, c'est trouver la motivation interne des enfants. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de motivation externe. Si tu fais ceci, je t'achèterai cela. Si tu fais cela, vous voyez, c'est excellent, c'est bien, mais ça serait magnifique de trouver la motivation interne. Une fois que la motivation interne trouvée, c'est bon, on a tout gagné, il va faire des efforts tout seul, il est tout content à faire des efforts, il va travailler. Et pour cela, il faut vraiment éviter. Est-ce qu'on peut donner des exemples à ceux qui nous suivent ce matin? Bien sûr. Exemple, un exemple de motivation interne. Je vais vous dire un petit truc très... Vous voyez, nos enfants, ils sont tous... Moi, je suis maman aussi. D'accord. Donc, nos enfants tous collés sur les écrans, ou là, les jeux vidéo et tout. Ce que j'ai fait avec mon fils, par exemple, pour l'aider à l'encourager à lire, il avait des difficultés à lire. J'ai dit, écoute, si tu vas apprendre à lire, ça va te permettre de lire les jeux vidéo et comme ça tu vas gagner plus. Oui. C'est un petit peu bon, c'est vrai. C'est vrai. Mais je vous promets que ça a été d'une motivation comme pas possible. Oui. Et petit à petit, c'est vrai que c'est pas trop l'idéal, mais on doit parce que l'école, il faut savoir que l'école malahish ma'ahad de la génération, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est à nous de suivre cette génération, c'est à nous d'essayer de trouver un petit peu petit à petit, de trouver la motivation. Vous voyez, donc, c'est un petit exemple. Sinon, c'est révélateur quand même, c'est pas mal. Voilà. Sinon, vous pouvez juste, par exemple, je sais pas, par exemple, trouver qu'est-ce qu'il aime en fait. Avec les dessins animés, qu'est-ce qu'il veut devenir. Tu sais, par exemple, c'est une génération qui s'intéresse énormément aux langues. Tout à fait. Mais, vous voyez, donc ça serait sympa de dire, tu sais, si par exemple tu vas apprendre ça ou là tu vas faire des efforts sur ça, ça va permettre à ton cerveau de grandir, il va assimiler plus de langues et tu vas apprendre plus de choses. À chaque fois que tu vas faire des efforts, à chaque fois que tu vas apprendre ces petits trucs que tu fais, et ben ton cerveau va couramment telle ou telle langue, cerveau va grandir encore plus et tu vas assimiler encore plus d'informations. Ou peut-être participer à cet apprentissage avec lui, le stimuler en jouant, en créant des quiz ou des jeux de société qui sont en adaptation avec cet apprentissage. Oui, ça c'est l'idéal.
Après, il faut savoir que, bon, je sais, en ce moment, c'est les mamans travaillent, ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est pas à la portée de tout le monde, voilà, ce n'est pas en termes de temps, des fois, c'est financièrement, des fois, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, il faut savoir que le cerveau croit ce qu'on lui dit. Quand je parle souvent sur ce qu'on parle, et surtout la maman, quand la maman parle, c'est une croyance, c'est bon, maintenant. Vous voyez, si la maman dit que tu es capable de faire, tu peux réussir, l'enfant va croire qu'il peut réussir. Et cette phrase-là, c'est lui qui va le dire. Si la maman dit tu es nul, tu ne réussiras jamais, ben c'est la phrase qui va se répéter et c'est la phrase qu'il va croire. Et corrigez-moi si je me trompe encore une fois, c'est vrai que certains parents croient parlent à leurs enfants comme s'ils étaient des adultes. Oui. Et ils placent des idées d'adultes et des stimulants d'adultes, alors qu'un enfant, on peut toujours le duper. On peut toujours le duper, on peut contourner des obstacles et il faut peut-être... s'adapter au langage des enfants. Je vais vous dire, ce que je dis souvent aux parents dans ma consultation, c'est que les enfants ne peuvent pas devenir adultes. Par contre, vous étiez déjà enfant, donc vous pouvez revenir enfant. C'est ça. L'enfant ne peut pas être adulte, mais le parent peut devenir un enfant. Au contraire, ça fait du bien de revenir enfant avec ses enfants. D'accord ? Excellent. Donc, oui, il faut éviter. En fait, surtout, c'est blâmer, culpabiliser. La comparaison. Oui, j'imagine. La comparaison avec les voisins, avec les cousins. Surtout pas comparer. Surtout pas. Ça détruit. Ça détruit. Donc l'idéal, docteur, c'est de prendre l'enfant comme il est, de l'aimer comme il est et de l'accompagner tel qu'il est, avec ses petits défauts, ses petites qualités. En effet, c'est lui donner un amour inconditionnel. Ce n'est pas, et c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, si mon enfant n'a pas eu une bonne note, c'est pas à cause de la bonne note que je vais pas t'aimer. Ou là, je vais t'aimer plus si tu auras un 10 sur 10. Il faut qu'il soit sûr de cela. Voilà, bien sûr. Il faut le répéter sans cesse, vous voyez. Donc, même si je suis là pour t'aider, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi, parce que là, c'est un amour inconditionnel. J'ai pas besoin que tu aies un 10 sur 10 pour que je t'aime encore plus, vous voyez. Donc, et ça rassure l'enfant. C'est rassurant, c'est rassurant. Et c'est ça, c'est si la maman se décourage, qu'est-ce qu'on attend de l'enfant? Il ne faut pas se décourager. Au contraire, croyez en vos enfants. Et quand vous croyez en vos enfants, ils vont croire en eux, en fait. Absolument. Voilà. Donc, en tout cas, ce sont des paroles très sages, dites par une professionnelle et psychologue en l'occurrence, Madame Nesrine Khalfi. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci et j'imagine que vos conseils ont dû atteindre justement le cerveau de pas mal de petites mamans qui nous regardent ce matin et qu'on salue vivement. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui nous suivent. Merci. Et on va tout de suite développer d'autres thématiques. On va recevoir des professionnels de certains métiers qui ont tendance à disparaître dans certaines régions et qui sont jalousement couvés dans d'autres, entre autres le bijou en Kabylie par exemple, ou alors la vannerie dans les hauts plateaux. Alors on va tout de suite, avant de recevoir nos invités suivants, vous offrir une belle petite virée parce que c'est une belle annonce qu'il faut répéter, le retour des charters, des vols charters, donc une desserte depuis Paris jusqu'à Janet, un direct hebdomadaire qui va permettre aux voyageurs de l'Europe de découvrir le Tassili Najer dans toute sa splendeur. Donc c'est véritablement un musée à ciel ouvert à ne surtout pas manquer, mais c'est surtout d'autres aspects, le dépaysement, la beauté, la générosité donc des habitants du sud algérien donc sont à découvrir, ils sont à votre portée désormais. Le vol inaugural, c'était le week-end dernier et Afaf Belouchet nous en fait le topo dans ce reportage. Accueil chaleureux, présent pour petits et grands et pour cause. Ils sont les heureux passagers d'un vol palpitant. Plus qu'une destination de voyage, c'est une promesse d'envoûtement qu'Air Algérie rend possible en inaugurant une ligne directe Paris-Janet. C'est vraiment un trésor du Sahara et je suis vraiment contente de partir aujourd'hui, surtout dans un vol inaugural comme ça, historique, direct de Paris. Je trouve que c'est une excellente idée, donc je voulais surtout pas rater ça. Des passagers aux profils divers, de toutes générations et origines, en connaisseurs ou amateurs, groupes ou en petites familles, en quête de quiétude et d'émerveillement. On aime bien le calme, la tranquillité et puis découvrir les nouveaux paysages. En fait, c'est une découverte aussi, parce que c'est la première fois qu'on fait un trek en famille. Donc découvrir le sud de l'Algérie, c'était un souhait aussi. Et donc un rêve va aussi se réaliser ce soir. Une ligne aérienne qui répond à une demande d'opérateurs orphelins d'offres attractives depuis plus d'une vingtaine d'années. On n'attendait que ça.
Ah ouais, c'est un bonheur parce qu'on a été là-bas depuis des années. Quand ça s'est fermé, c'était une déchirure. Donc de retourner là-bas, c'est plus qu'un bonheur, c'est une grande joie. Hein. Avec ce vol direct Paris-Janet, Air Algérie entend non seulement capitaliser sur une offre à haut potentiel touristique, mais aussi accompagner la stratégie d'ouverture décidée par le pays. Dans cette optique, Air Algérie a souhaité promouvoir la destination, donc au départ de Paris. Et ça rentre en fait dans le cadre des orientations ou la stratégie initiée par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, pour promouvoir la destination du Sahara comme une destination touristique. Ce faisant, la compagnie nationale consolide sa place parmi les plus importants clients des aéroports de Paris. Sur Paris-Charles de Gaulle, Algérie est dans le top 10 des compagnies en termes de nombre de passagers. Donc c'est vraiment un client pour nous très important et un partenariat très fort qu'on vient renforcer encore aujourd'hui avec l'ouverture de cette nouvelle ligne. Une offre fruit d'un partenariat entre autres avec l'ONAT et ce sont les opérateurs de voyages locaux qui sont mis à l'honneur par la compagnie nationale venue jusqu'à Paris accompagner des clients avec une promesse de programme féerique. Il va au des bivouacs, c'est des circuits de bivouacs. Le dernier jour à Janet pour visiter Janet, le marché, l'artisanat et ainsi de suite. Voilà. Avec le vol direct, ça permettra de faciliter le tourisme qui vient exactement pour prendre le temps exactement, ne pas de perdre le temps sur d'autres correspondances. Une nouvelle aventure qui a commencé cette nuit avec des passagers tout sourire, l'équipage veillant au grain, à sa tête le commandant de bord, au bout, la majestueuse Jeannette promet de livrer quelques-uns de ses mystères. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à vouloir découvrir les mystères du Tassili Nadjer, donc des étendues d'une aire d'une grande beauté. Donc voilà, j'en parle vraiment avec émotion parce que je rêve d'y retourner moi-même. En tout cas, on est ravis aujourd'hui de recevoir deux artisans. Voilà, il s'agit de Madame Fazia Laoui, ici présente, donc qui est dans le bijou, la création de bijoux essentiellement. Et elle nous a ramené de beaux spécimens d'ailleurs sur le plateau. Merci d'être là. Merci Madame, merci pour l'invitation. Voilà, nous sommes aussi ravis de recevoir Monsieur Mustafa Oubah, donc qui est artisan en vannerie. Donc les objets présents sur le plateau en attestent aussi. On va découvrir son savoir-faire dans un instant. Le temps pour moi de vous annoncer que ces deux artisans font partie d'une belle brochette donc de détenteurs de savoir-faire donc qui sont présents au niveau de l'espace Mustafa Kateb. C'est au cœur d'Alger, donc c'est pignon sur rue et c'est du 1er décembre jusqu'au 30. Donc vous avez encore le temps de choisir et de sélectionner vos meilleurs cadeaux pour cette fin d'année. En tout cas, merci à nos amis ici présents de venir nous parler de votre passion. Ma'alish, on commence par les femmes. Ma'alish. Voilà, honneur aux dames d'abord avec vous, Fazia Laoui. Donc, pour vous, la création de bijoux, c'est une affaire de famille, mais c'est aussi un héritage. Oui, c'est une affaire de famille, oui. J'ai appris avec mes parents, mes grands-parents, mes frères aussi. Grands-parents, donc grand-mère ou grand-père ou... Alors, au départ, c'était la grand-mère maternelle qui faisait des bijoux. Elle a appris au grand-père paternel. Après, c'est parti. Moi, j'ai toujours cru que c'était plus les hommes qui étaient versés dans ces créations. C'est comme ça avec la grand-mère. D'accord. Donc, ça aussi, c'est un métier que la femme peut pratiquer en Kabylie. Oui, c'est facile comme... Mais il faut toujours être accompagné par les hommes. Hein. Ah oui, sur certaines étapes, peut-être pour traiter l'argent, lui donner cette forme. À l'exemple de ce bracelet, bon, je m'avance pour le montrer. Hein, par exemple, j'imagine que là, vous vous êtes fait aider. Oui. Il faut se faire aider parce qu'on fait les petites choses, on fait les petites pièces, mais pour la grande soudure ou l'arrondi hadak, il faut. D'accord. Et vous intervenez, voilà, vous assemblez tous ces petits symboles, toutes ces pierres, voilà, comme le corail. Donc, voilà, le corail, c'est pas une pierre en fait. C'est une pierre, mais qui vient d'un être vivant. Oui, exactement. Oui. Mais c'est beau, hein, en tout cas. C'est très beau, oui. C'est très joli. En tout cas, on est ravis de montrer un petit peu ces spécimens que vous nous avez amenés. Donc, des colliers, des boucles d'oreilles, des broches. Tout ça, un modèle. Oui. Voilà. Un modèle comme celui-ci, vous prendrez combien de temps? C'est pour un petit peu juger votre patient. Je ne sais pas, ça prendrait 1 semaine, 2 semaines. Ça dépend des grandeurs des pièces.
Voilà. Ouais. Mais est-ce que vous êtes toujours dans le respect de la tradition? Oui, c'est très important. Et il n'y a pas comme ça des ajouts, des créations bien de... Voilà. Si, il faut, à la demande des clients. Oui. Vous savez, il y a des gens qui veulent porter des bijoux, mais pas de cette taille. Des petits bijoux comme ça tous les jours. Alors on essaye de satisfaire la demande. Oui, c'est vrai que voilà, parfois on peut porter des... Voilà, par exemple là, ce collier qui est très beau, il est assez chargé, il peut passer avec, comment dire, la mode actuelle, mais parfois on a du mal à l'adapter. Pour des occasions, ça. Absolument. Avec la tenue traditionnelle, ça se marie très bien. Oui, oui. C'est vrai. Voilà, vous vivez sur Alger, donc Fazia, et vous avez appris le métier en Kabylie, n'est-ce pas? Oui, en Kabylie avec mes parents et mes frères et sœurs. Oui. Là-bas, vous êtes nombreux, j'imagine que vous vous entraidez pour la matière première, pour certains accessoires. Oui, on se débrouille avec comme on peut. Mais comment vous faites maintenant que vous êtes détaché, que vous êtes sur Alger? Comment ça se passe? Je pars sur Tizi. Vous descendez quand même. Si j'ai quelque chose à faire en Kabylie, je le fais. D'accord. Après, je reviens, c'est tout. Très bien, et puis ça permet de dire bonjour à tout le monde. Oui, de voir la famille aussi. Excellent. Donc vous êtes présente donc, au niveau du centre culturel Mustapha Kateb actuellement. C'est une manière de donner de la visibilité à ce travail, ce magnifique travail. Est-ce que le marketing ou la vente sont faciles actuellement? Oui, en faisant des expositions. On essaye de vendre et de montrer aux gens et de notre culture, surtout avec les étrangers. Oui. Je sais que vous faites partie des artisans qui sont affiliés à la Chambre de commerce, plutôt la Chambre d'artisanat de Tizi Ouzou, qui est l'une des plus belles que j'ai visitées de ma vie. Donc elle compte vraiment un nombre d'artisans très important. Très Comment faire justement pour se frayer un chemin parmi tous ces détenteurs de savoir? Comment avoir son empreinte? Vous savez, il faut travailler, il faut bosser. Mais... Oui. Il faut vraiment se faire le chemin en créant des modèles et en travaillant et voilà, en allant vers de l'originalité. Oui. En tout cas, l'originalité, il en connaît un bout puisqu'il essaye aussi de développer une vannerie qui est vraiment un héritage. Dans les différentes régions de l'intérieur, on peut retrouver des objets, des objets du quotidien, donc qui sont encore utilisés dans le rural, mais aujourd'hui, la vannerie a investi les villes et s'est adaptée au goût des citadines, n'est-ce pas? Oui. Bonjour, en tout cas, on est ravis de vous retrouver, Mustapha. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. C'est votre première télévision, hein? Oui. Mais n'ayez crainte, vous pouvez parler. Oui. Voilà, on est là juste pour montrer un petit peu ce travail magnifique, à l'instar de cette petite... C'est quoi, ce petit panier? Il sert à quoi, par exemple? C'est un petit panier, تاع الدوم هذا. Oui. بون هذه الماده يقولوا لها ماده الدوم. وين تلقاه الدوم؟ بون الدوم ينوض بارتو سي ان بالمي ناع كما يقولوا. بالمي ناع ماشي طويل كما يقولوا بصح ينوض بارتو. بون انا ما لقاش انا نشريه خاطر كاين ناس هما اللي يروحوا يلقطوه ويبريباروه ويبيعوه لنا. Très bien. Donc, et vous le transformez en ces petits objets. Donc là, c'est un petit panier. Oui. C'est un petit panier qui peut servir justement de cache-pot, par exemple. Cache-pot. Oui. D'autres choses. Il y a plusieurs utilités. Oui. On peut mettre nos herbes aromatiques dedans. On peut mettre, je ne sais pas moi, un tas de choses. Nos bijoux, par exemple. On peut les ranger. Et puis, il y a plein de petits... Il y a une panoplie d'objets très intéressants en vannerie. Là, celui-ci m'a plu. C'est un demi-C. C'est quoi? Sac à main. C'est un petit sac, c'est une petite pochette. Donc, oui. Oui, une petite pochette très, très sobre, simple, qui peut être portée au quotidien facilement, qu'on peut comme ça avoir. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va un petit peu la montrer à la caméra, cette petite pochette. Alors, depuis combien d'années, Mustapha Oubah, vous pratiquez j'allais dire la vannerie? La vannerie. Oui, c'est de la vannerie. Oui, oui. 8 ans. D'accord. Depuis 8 ans. Mais vous avez appris ce métier comment? Tout seul. Tout seul. Bon, شو نسرق أنا أبداكم معلومة يقول لك وحدي ماشي وحدي أنا اللي 200 نقدر نسرق ماشي نسرقهم ننفذ نقدر نخدم بليزيور شوز ميم بالسكارغو بليزيور ميم بالبوا شغل عندي لي زيدي وحدي لي زيدي. Vous êtes très manuel donc تخدم بيديك بزاف. نقدر نخرج هكذا دوك انا لي بيجو هذو ما نفهم لهمش بصح كون نقعد معاها
شغل نحب نحي لها الصنعه ماشي نحي لها ما نجيش كيما هي شغل انا عندي الارتيزانا دي في راسي ملي كنت صغير نحب الارتيزانا من بكري ملي كنت صغير هكذا نروح ليترونجي صغيره تبعوا غير كاين غير وين كاين لي زارتيزون اي حاجه في الارتيزانا وشنو نخطف انا كي نروح هكذا نشوف انا نحب نعرف. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous voyez tous ces beaux objets qui sont très simples? انا لي زارتيزون كاع نحبهم كي يخدموا ولي زارتيزون يغيظوني. Vous avez le souci de la finition. Franchement, vous avez le souci de la finition. C'est un travail bien fini. أنا نحب لا فينيسيون نحب حاجة bien fini. حاجة ما fini ما نحبهاش. Oui. En fait, on voit que vous ajoutez de la couleur, on voit que vous ajoutez des accessoires qui dénotent un petit peu de l'héritage. On a ce petit... Voilà, par exemple, dans le panier, là c'est Touareg, je reconnais. Ça, c'est Touareg. Oui. Il y a du coquillage, il y a aussi... Ça, c'est bien chez nous. Elle reconnaît tout de suite, c'est vrai. Là, franchement, mais ça reste algérien. Oui. Voilà, un mariage de plusieurs régions, mais qui donne quand même un sac très appréciable. Donc même هكذاك حبيت نخدم دي صاك هكا افيك كيما نقولوا بالحنبل. D'accord. Mélanger. Donc vous allez encore travailler, faire des recherches, assembler d'autres textures. يجوني وحدهم. Ah, c'est génial. Mais est-ce que votre maman pratiquait comme ça de l'artisanat? Qu'est-ce qu'elle fait? Non. Ma mère c'était une enseignante. D'accord. C'est pas elle. Alors il y a sûrement quelqu'un, votre grand-mère. Bon, un de mes grands-mères, mes grands-mères sont tous des artisans. Ah ben voilà. كانوا يخدموا الزرابة، الحنبل والبرنوس. Oui. D'accord. كانوا عندي 4 grands-mères. Donc voilà, l'art du tissage, vous l'avez hérité quand même. L'art du tissage, le hambel et tout ça, c'est fait main. C'est vraiment un héritage. Et c'est un petit peu le point commun avec Madame Fazia ici présent, parce que vos grands-parents, qu'est-ce que vous retenez comme souvenir de votre grand-mère ou de votre grand-père? Quelque chose, une anecdote à relever par rapport à ça? Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous plaisait? Vous savez, ils sont morts trop tôt, alors... oui. Je n'ai pas vraiment de souvenirs avec eux. D'accord. Mais vous les avez vus faire, ou vous avez peut-être eu entre les mains des objets faits par grand-mère ou grand-père? Le papa, surtout. Oui. D'accord. Très bien. Oui. الدوم هذا bon c'est une matière naturelle. Très bien. ماشي كيما البلاستيك والالومنيوم هما اللي يديروا المرض. دوك هذا ميم تحطيه فيه الخبز لي فخوي التمر ما تخافيش منه. سي ناتوريل. الدوم هذا وعنده لي فخوي تاعو. لي فخوي تاع الدوم. وي. bon يريغل لي هرمون سوا اوم فام وملح لانتستان. Oui, d'accord. C'est bio. Donc c'est bénéfique aussi pour la santé, c'est-à-dire ميم هذا زمان هذا كانوا الدوم هذا شغل يرحوه. وي. زمان شغل يرجعوا كيما نقولوا بودغ ماشي بودغ شغل كانوا يخدموا به ميم الوسايد يعمروا به داكور الفراشات وكاع بون كاين حوايج الناس ما يعرفوهمش يخدموا به لي كورد ميم هادو يعمروه خاطر هو سي ناتورال ما تخافيش منه دوك كاين اللي هادو معمرين بماتيير Oui, peut-être voilà sur le plan des allergies ça peut être nocif mais là non c'est naturel. ميم يشربوا تيزان. D'ailleurs nos aïeux ils mettaient quand même le pain dans des paniers comme ça en vannerie hein, c'était très bien. Les pains même le pain, les fruits oui, avant le couscoussier était en vannerie. Bien avant nos ancêtres voilà. Ah il y en a qui l'utilisent encore. D'accord, dans quelle région? Moi je suis pas au courant. Mais moi bon هادو toutes les régions يخدموا هادو. ميم تروحي عند لي توارق يخدموا لي باني يخدموا كاع لي سواء في الصحراء في الغرب في الشرق بلاد قبائل بارتو. بارتو يخدموا. Très bien, donc voilà, c'était un appel urgent. Non. Sinon, de toute façon, je ne vous aurais pas autorisé. Ni la réalisatrice, le réalisateur, donc Mohamed Boulis, ne vous aurait pas du tout autorisé ce matin. En tout cas, on a été ravis. Maintenant, on va finir par rappeler l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous êtes visible, et tant mieux, du côté d'Alger. Donc, c'est au cœur d'Alger, donc c'est à Pignon-sur-Rue. Et c'est au niveau du centre culturel Moustapha Kateb que vous pouvez retrouver cette paire d'artistes, mais aussi toute une brochette d'artistes
d'artisans qui prennent part à cette exposition et qui espèrent votre visite justement à l'occasion de ces fêtes de fin d'année qui approchent. Et vous pourrez peut-être pendant les vacances faire plaisir aux uns et aux autres. Oui. Voilà. Oui. Un dernier mot. Oui, et là, je remercie notre association et la Chambre des métiers pour nous avoir laissé le plaisir d'exposer sur Mustafa Kateb et d'exposer, de vendre nos bijoux. Et les gens sont bienvenus. Voilà, en attendant des boutiques pour nous et pour notre ami ici. Inch'Allah, j'espère qu'il y aura une réflexion sur des espaces de vente pour nos artisans ici présents et d'autres en tout cas. C'est à communiquer, donc un message qu'on lance à la Chambre d'artisanat pour qu'elle prenne en charge aussi cet aspect de commercialisation. مرحبا بهم في مصطفى كاتب. اون بليس نشكروا المدير الثاني تاع مصطفى كاتب. خاطر مسهلنا ونشكروا ثاني المنظمين اللي نظموا المعرض اسمه عز الدين والصديق تاعو. Oui, on les salue. En tout cas, vous avez entendu. Donc, nos amis ici sont visibles jusqu'au 30 décembre. Profitez-en pour leur rendre visite. Il s'agit de Faisal Adoui, donc qui nous a apporté de très beaux spécimens de bijoux de sa création. Et puis Mustafa Oubah aussi, qui a son empreinte dans la vannerie algérienne. En tout cas, merci d'être là. Tout à l'heure, on vous a parlé d'un vol départ, donc de vol inaugural Paris-Alger, Paris-Janet, justement, pour le bonheur des amoureux du désert. Et là, on va vous proposer l'arrivée en Algérie de l'ensemble de ces touristes. On va voir ce reportage signé par un de nos éléments de la rédaction et on revient juste après. Arrivée du premier avion reliant la capitale française Paris à la belle oasis du sud-est du pays, Janet, comptant à bord près de 100 touristes de différentes nationalités venus découvrir la beauté de la région et comptant de l'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne. C'est vraiment un gros cadeau parce que lorsque je me suis inscrite, il n'y avait pas le vol direct. Donc ça a été une belle surprise. Et j'ai déjà envie de revenir quand Tamanrasset 7 sera ouvert. Et maintenant, sachant qu'il y a un vol sur Janet, c'est formidable. Vol direct, c'est fabuleux. On est arrivé ici rapidement. C'est parfait. J'espère bien que ce vol inaugural va permettre de faire venir plusieurs étrangers et faire vivre de nouveau le tourisme en Algérie. Le premier vol vient de poser en partenariat avec Air Algérie, Point Afrique, Horizon Nomade et les autres agences. On est très contents. L'avion est à une bonne moitié rempli et les prochains avions seront encore plus remplis. On est ravis. Afin de garantir aux visiteurs un séjour inoubliable, la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Janet a établi en collaboration avec des agences de voyage locales un programme riche en activités. Entre soirées folkloriques et découvertes de nombreux sites archéologiques et culturels dont recèle la région, tout a été mis en place pour leur offrir un dépaysement total. On a 19 personnes qui viennent pour le randonnée de 15 jours dans la Tadrart, randonnée pédestre Tadrart. Ils passent la nuit au village saharien Tadrart et demain matin, après le petit déjeuner et les formalités terminées, ils continueront leur voyage sur Tadrart-la-Rouge. La direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Janet a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires afin de garantir un agréable séjour aux hôtes et réussir cette saison touristique. Les agences de voyage attendaient l'ouverture de cette ligne depuis longtemps. Cela va permettre de promouvoir le tourisme local et de réduire le chômage. À travers la création de cette nouvelle ligne aérienne et les nombreuses facilitations accordées au profit des touristes, les autorités algériennes ambitionnent de relancer le tourisme saharien pour la promotion de la destination Algérie. Voilà, parmi les ambassadeurs justement de cette culture algérienne, les chanteurs, les artistes aussi font un travail incroyable pour vendre l'image de marque de notre pays, à l'instar de notre ami donc Mourhoulali qui est présent ici parmi nous. Bonjour. Bonjour madame, bonjour les amis téléspectateurs, on est ravis de vous retrouver. On est vraiment ravis de profiter de cette aubaine, de votre présence à Alger, justement, à l'occasion de la promotion de votre tout dernier album, pour justement vous recevoir dans Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, je suis très ravi. C'est pas la première fois que je viens dans cette émission.
Donc à chaque fois, ce n'est qu'un plaisir, voilà, de retrouver ce beau plateau et nos amis téléspectateurs m'asseoir. J'espère qu'on va être voilà, là. Non, vous allez faire plaisir à vos fans déjà qui vous suivent. Vous êtes installé en France, mais voilà, vous faites des allers-retours entre Paris et Alger. Et aujourd'hui, vous êtes là pour présenter un nouvel album. Donc voilà, que vous avez intitulé Akka Wal Akthar. Akka Wal Akthar. Et on devine ce que c'est en arabe. Ouais, bon, Akda Wal Akthar. Akda Wal Akthar. Voilà, ça annonce un petit peu aussi la couleur par rapport à la langue de prédilection. Donc vous chantez essentiellement en kabyle, mais pas que, parce que vous connaissez par cœur le répertoire donc, de Shabi. Donc tous les classiques du Shabi, vous les connaissez par cœur quand même. Exactement, parce que j'ai fait une formation quand même à Tizi Ouzou, donc j'ai fait presque 3 ans de Shabi à la maison de culture de Bouloud Mambri, sous la houlette de Achour Ben Youssef, que je salue au passage. Donc on a été bercé dans cette chanson, on avait quand même des grands musiciens à côté comme Hamid Cholot, on a aussi Cheikh Amar Driss, quand même issu de la grande école le frère Djia, donc Inch'Allah, Inch'Allah, parce qu'il est un peu malade. Donc on était dans cette ambiance. Ensuite, petit à petit, Dina, je suis à l'Ara, je suis à l'Egala. Oui. Et dans ma tête, dans mon esprit, quand même, je suis quelqu'un toujours qui est dans la création aussi. Donc, j'habite aussi de faire quelque chose. Parce que quand même, nos maîtres, quand même, ils ont travaillé, ils ont laissé du patrimoine. Donc moi, j'étais toujours dans cette logique. Donc pourquoi pas faire quelque chose de soi-même, laisser quelque chose. Et alhamdoulilah, donc j'ai fait mon premier album en 2010, donc au bout de la nuit. Oui, au bout de la nuit, donc c'était fait avec beaucoup de cœur, avec un entourage magnifique, des amis passionnés comme vous. Exactement. Généralement, je travaille avec du cœur. D'ailleurs, c'est des musiciens. La plupart, on a passé beaucoup de moments ensemble, que ce soit dans des fêtes ou dans des galas. Donc le premier album c'était en 2010, ensuite 2011 je suis parti en France quand même. Avec un single vraiment qui a eu beaucoup de retentissement, Ayen en l'occurrence. Exactement. Une chanson qui a beaucoup tourné en radio. C'est une chanson de Damzian, Mohamed Damzian, c'est un ancien chanteur, Allah yarhamou, donc il m'a donné cette chanson. Donc alhamdoulilah, oui, c'est vrai qu'il a fait quand même quelque chose de bien. Ensuite, on a continué notre chemin. Donc, on va raconter le reste de l'histoire progressivement, on va aller doucement. D'abord, on va s'attarder un petit peu sur ce nouvel opus. Donc, c'est cet album, donc Akka Wal Akthar, moi je vais le dire en arabe, Malish. Voilà, Akka Wal Akthar. Donc, de Mourhoulali. Donc, à chaque sortie d'album, vous créez aussi un clip d'accompagnement, un clip qui permet un petit peu la promotion de l'une des chansons. Exactement. Et pour ce clip, vous avez choisi laquelle oui. Hamlarkam, donc c'est sa chanson. Moi je connais ça. Bah oui, c'est connu, c'est Je t'aime. C'est universel, ouais, exactement. C'est Je t'aime, on t'aime ouais, exactement, en kabyle. Oui, le clip, il me semble quand même, c'est important parce qu'on a quand même, on a besoin d'images, on a besoin de, voilà, donc on fait du son, mais quand même on a besoin que les gens voient aussi la personne en direct. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Eh ben, avec plaisir. Allons-y. Avec plaisir.
C'était un hymne à l'amour, donc chanté par Moh Khoulali, ici présent, on est ravis de le recevoir. À votre actif, donc 3 albums. D'abord, vous avez commencé par, tout à l'heure, on a parlé d'Au bout de la nuit. Il y a eu aussi le Fraq, et puis aujourd'hui, donc vous nous présentez ce dernier album intitulé Hagda ou Laktar. Voilà. Ouais. Donc c'est un cheminement, donc c'est une suite logique des choses parce que vous commencez d'abord avec un peu plus de tradition et puis on découvre de plus en plus votre talent de créateur. Exactement. Bon, le premier album quand même, c'était le début, donc j'ai pris beaucoup de temps parce qu'on a pris le temps comme c'est de l'acoustique et des fois c'est faute de moyens. Quand on commence, c'est toujours ça. Mais ensuite, c'est vrai que vers le deuxième, je me suis quand même, c'était pointillé quand même. Il y avait quand même des chansons quand même à texte, c'est de la recherche. Il y avait quand même une petite touche orientale parce que j'ai travaillé avec un arrangeur Nabil Cherifi que je salue au passage. Il y avait Hossein Lekhalouchi qui a fait un très bon travail en premier produit que je salue en même temps. Donc ensuite, j'ai continué dans cette sphère, dans la chanson à texte, avec des fusions, avec des touches quand même, petites touches orientales du shabi. Sur ce dernier album, peut-être il y a beaucoup plus une tendance à dire que c'est du shabi, et avec 2 chansons quand même, avec une petite touche orientale sur un mode de bayati, comme la chanson qu'on vient d'entendre. Qu'on vient de découvrir. Voilà, mais je suis toujours dans cette logique, donc qui dit la chanson. Et le tout, donc tous ces ingrédients que vous avez cités, rehaussés par une voix qui a été d'ailleurs primée lors d'une des éditions du Festival national de la chanson Shabi. C'était en 2009, donc vous avez été révélé réellement lors de ce festival avec ce prix. Je salue au passage Abdelkader Ben Damash, donc c'est lui quand même qui m'a encouragé et qui m'a repêché, voilà, donc pour participer à ce festival. Donc c'était une très belle expérience, une très bonne expérience avec des grands musiciens quand même. En 2009, c'était un très bon hommage. Et on a terminé par le 4e prix national, donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ensuite, voilà, donc ce dernier album, ça touche un petit peu du shabi, même sur le plan thématique, il y a un peu de tout, donc on trouve de l'amour, du social, voilà. La vie, voilà, avec exactement. Un grand V ou un grand, comme vous voulez. En tout cas, ce qui est beau dans ce clip qu'on vient de voir, c'est qu'il y a un environnement que vous avez choisi qui rappelle un petit peu l'environnement dans lequel vous avez évolué. Ça ressemble un petit peu à Béjaïa, mais c'est pas en Algérie, c'était en Normandie. Exactement, en Normandie, en France. En même temps, la chanson, c'est une chanson sentimentale, donc et l'inspiration, ça a été inspiré déjà. On était au bord de la mer quand on a composé cette chanson, moi et mon ami chanteur Farid Habi, que je salue au passage, parce qu'on a eu beaucoup de collaborations, moi et lui. Donc, quelque part, j'ai dit pourquoi pas un endroit pareil. Et ça me rappelle un peu quand même. Béjaïa. Exactement, Béjaïa, l'Asfoun, des belles plages de Tegzik. Cette belle corniche de Kabylie. En tout cas, voilà, on va faire comme si on était sur la corniche de Béjaïa. D'accord, on va prendre ce mondol qui est votre instrument de prédilection. Et on va offrir aux téléspectateurs de Bonjour d'Algérie un dernier extrait pour se dire au revoir. On a été ravis de vous recevoir, Moh Khoulali. Moi aussi, merci pour l'invitation. Voilà. Et bon courage pour la suite. Excellent, et merci aussi à ceux qui étaient avec nous ce matin. On se quitte sur la voie de Moh Khoulali ce matin. Ça a été un plaisir de vous accompagner et c'est fini aujourd'hui pour Bonjour d'Algérie. Au revoir. وتسمى ذا ذكشني ولا سحلفا الستر الدول الشابا ربي غورك عنا أذمذل انت ولي لبدا الحباب ذاك نجا أضروحا سندك نور ديت سغالا أضروحا سندك نور ديت سغالا